Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre accent de la sincérité vous a permis de passer des montagnes au plateau des théâtres. Vous avez choisi de délaisser la politique traditionnelle en adhérant au Parti d'en rire. C'est peut-être pour cela que le public s'est accroché à votre béret basque. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour cher Jacques. Alors Jean Lassalle, c'est le comédien, le héros du seul en scène qu'on a vu à Paris, qui va partir en tournée, que j'accueille aujourd'hui, puisque ce seul en scène, Jean dans la salle, est un événement qu'on va évoquer. Mais le principe des clés d'une vie, cher Jean Lassalle, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et j'en ai trouvé 4. La première, c'est le 26 décembre 1983, votre première télé qu'on pourrait évoquer à travers une chanson célèbre. Pourtant que la montagne de Jean Ferrat, chanson qui est mythique. C'est l'image qu'il a eue en arrivant à Entraigues, et cette chanson est toujours vue dans les écoles. Et pourquoi je parle de la montagne? Parce que votre première télévision, c'est un projet de création d'une station de ski en vallée d'Aspe. Oh, vous avez été chercher loin. Oui. C'est pas croyable. Oui, j'étais conseiller départemental, j'étais maire et conseiller départemental. J'étais pas non plus très vieux, puisque j'étais conseiller maire à 21 ans, conseiller départemental un peu plus après, oui. Je voulais créer une station de ski, parce que c'était la seule vallée qui n'en avait pas. Ici, dans les Pyrénées de l'Ouest. Oui. C'était le Val d'Azun. Azun, qui en patois signifie lumière, je crois. Exactement. Oula. Et c'est vrai que c'était on vous voit avec un blouson de ski. C'était vraiment quelque chose que vous aviez envie de faire exister. Mais c'est-à-dire, il faut voir le contexte de l'époque. Je suis élu très jeune et dans des élections difficiles. Et on m'élit parce qu'il y a une forme d'espoir qui, soudain, se porte sur moi. Comment je devrais dire, la population décroissait à une vitesse hallucinante, 10 000 habitants au début du siècle, nous n'en étions plus qu'à 2600 à ce moment-là, et il y avait une forme de désespérance. Et la station de ski, malgré tout, dans les vallées voisines, avait donné le sentiment d'un renouveau économique, social, et puis surtout la possibilité donnée à des jeunes de rester au pays. Et puis vous évoquez dans ce film Accous, qui est juste, c'est un canton à côté de chez vous. Dont j'étais le conseiller général. Exactement, et qui est un des lieux où on fait du parapente dans les Pyrénées, ce qui n'est pas si fréquent, et c'est un des lieux les plus réputés pour le parapente en France. Oui, parce qu'il y a aérométrique qui n'existe pas ailleurs, et paraît-il que c'est même ascensionnel, c'est formidable, c'est bien, oui. Donc c'est venu après, un petit peu. C'est venu après. Mais à cette époque-là, vous évoquez donc ce développement touristique dont la région a besoin, Jean Lassalle. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je ne voyais pas qu'est-ce qui pouvait faire le pendant à une agriculture qui était déjà touchée à mort. Bon, on a fait beaucoup, hein. On pensait quand même relancer l'artisanat et le commerce. Je voyais bien que le mauvais temps venait. Nous avions des usines. À vrai dire, il n'en restait plus qu'une, celle d'Alcan. Et je me disais, il faut impérativement une autre activité, sinon ça ne le fera pas. Et des touristes dans vos jeunes années, vous n'en avez pas vu beaucoup parce que vous étiez dans la montagne, loin de la nature et des touristes. Oui, et quand j'y étais avec papa, il a passé quand même des touristes. Mais vous savez, c'était des touristes, on aurait dit qu'ils étaient distants. Vous voyez, ils préféraient caresser le chien. Remarquez, ils n'allaient pas me caresser à moi non plus. Il va pas non plus, remarquez. Non plus, vous n'êtes pas cabot non plus. Donc, ils caressaient le chien, puis ils s'en allaient, quoi. Oui. Et moi, je disais, déjà, c'est dommage, parce que ces gens-là, si on les connaissait mieux, ils pourraient peut-être nous apporter autre chose. En même temps, les grandes villes, dans vos jeunes années, vous ne connaissiez pas, Jean Lassalle. Non, je connaissais pas beaucoup, mais j'avais déjà vu, parce que papa était très sensible à ce problème, pas que lui, dans la famille, tout le monde, à l'exode rural. Et papa n'avait de cesse de dire, la révolution industrielle, c'est fini, il y a belle lurette.
Bon, on a tourné la page de 14-18. Maintenant, il faut que des jeunes restent au pays. S'ils s'en vont tous à la ville, les villes deviendront trop grandes. Il faudra des sous-villes. Et dans ces sous-villes, on sera parfaitement malheureux. Et nous, si on reste seul au pays, à 3, on se bouffe la gueule. Alors, je crois qu'il y a 200 habitants quand vous naissez à Lourdios-Icher, et vous êtes né à la maternité. Votre naissance n'a pas été facile, je crois. Non, justement, pas à la maternité, à la maison. Oui. Je suis, je pense, le seul à être né, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. C'est-à-dire, ça aurait été facile, mais maman avait 17 ans. Oui. Elle a eu les premières contractions quand il fallait. Mais le médecin est venu, à dos de mulet. Il a dit, l'enfant se présente bien, mais ce sera long. Et elle a mis 9 jours à faire sortir 4,9 kg. C'était énorme. En plein printemps béarnais. Voilà. Et en même temps, au départ, vous deviez vous prénommer Julien. Et je crois que votre grand-père est mort et que ça a changé le prénom. Ça avait décidément tout. Oui. Je suis né le 3 mai et mon grand-père paternel, que je n'ai pas connu, à mon grand regret, est mort fin mars, juste avant. Donc le prénom a changé, c'est votre frère qui a été prénommé Julien. Voilà, donc je suis devenu Jean et mon frère est devenu Julien. Et je crois que votre grand-mère avait un autre souci un peu avant votre naissance, c'est les poussins. Elle avait des problèmes de poussins. Ça, alors. Oui, alors, il y avait une glousse qui avait délaissé ses poussins, à moins qu'ils n'aient été mangés par un renard. Et comme c'était au mois de mai, il y avait encore des gelées, peut-être des scènes de glace ou je ne sais quoi. Et ces poussins allaient tous mourir. Donc elle les avait glissés dans un lit, dans la chambre à côté, de là où maman essayait de me mettre au monde. Et le médecin était tellement fatigué, le mulet qui le portait aussi, il a dit, bon, mais je vais m'étendre un peu. Là, il y a un lit. Et la grand-mère se précipite. Non, docteur. Et puis il lève et il voit un cachot qui était tout plein de poussins. Alors, mais non, mais je les avais mis là au chaud. Il fallait pas, docteur. Le docteur, il a mis des poussins à part. Ma mère vite une veste, ma grand-mère une veste sur les poussins, et le docteur a fait la sieste. Vous parliez des mulets, Jean Lassalle, et je crois que la première transhumance de votre vie, c'est à 1 an à dos de mulet. Exactement, même pas 1 an, tout à fait. Et papa voulait m'emmener de suite, et je suis monté, alors pas à Califourchon, mais sur le bas du mulet. Alors le bas, c'est pas un bas de femme, c'est un bas, vous voyez, avec 2 poches qu'on met, et d'un côté il y avait moi, et de l'autre côté il y avait un potiron pour faire le contrepoids, pour pas que, voilà, que ça tienne. Et il me surveillait, comme les dames avec la poche kangourou, oui, pour pas que je m'enfonce trop et que je m'étouffe. Alors, votre père a été nomade jusqu'à votre naissance, pratiquement. Oui. Et après, bon, il est resté à la maison. Et je crois qu'il a beaucoup travaillé sans jamais se plaindre. Alors, il est redevenu nomade lorsque nous sommes devenus grands. Parce qu'il ne vivait pas. C'est-à-dire que son troupeau avait toujours été habitué à la transhumance. Lorsqu'il a cessé de transhumer, ces bêtes qui ont l'habitude attrapaient toutes des douves, elles mouraient de maladies mystérieuses. Les vaches, c'est toute la figure, parce que chez nous, c'est une propriété très très en pente. C'est la plus en pente de toute la vallée, de toute la région. Et ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que dès que moi j'ai eu ma dernière sœur, qui avait 15 ans de moins que moi, lorsqu'elle a eu 15 ou 16 ans, il est reparti. Il était nomade. Mais non, c'est un homme que je n'ai jamais entendu se plaindre. Et je crois que votre oncle et votre père sont les 2 hommes, Jean Lassalle, que vous admirez le plus au monde. Absolument. Ah, je les ai admirés, mais au quotidien. Parce qu'ils m'étonnaient à tout moment. Je me disais, mais je vois bien ce qu'ils vivent. Je comprends ce qui leur arrive en permanence. Et pourtant, mon père chantait quasiment, enfin très souvent, et mon oncle, qui était moins expansionniste, était un homme réfléchi, mais qui était un érudit, incroyable, comme mon père d'ailleurs. Mais il prenait tout d'une manière positive. Ça ne posait pas de problème. Voilà. Et papa est devenu triste lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, parce que la maladie, et puis l'usure, parce qu'il avait déjà eu à connaître un petit peu le moment très difficile. Il s'était fait attraper comme un passeur d'hommes pendant la guerre. Ensuite, il avait eu un accident très grave, et ça l'avait beaucoup, beaucoup diminué. Et quand
l'oncle, son frère, il a été pris d'une attaque vous savez, un vaisseau qui a pété. Oui, un AVC, oui. AVC, et il était handicapé à 58 ans. Et ils n'ont pas eu la fin qu'ils méritaient, ni l'un ni l'autre. En même temps, vous n'avez manqué de rien. Je crois que les goûters étaient très abondants au retour de l'école. Oh, mais vous savez tout. C'était le repas principal. Parce que papa estimait que le matin, on était trop sur les nerfs, surtout moi. J'avais un peu peur d'aller à l'école, tout ça. Je déjeunais mal. À midi, on courait vite pour venir manger à la maison. Mais il estimait qu'on mangeait pas bien. Tandis que le soir, il disait, là, il n'y a pas de panique. Vous prenez le temps. Et le soir aussi. On vivait de peu, mais on n'a jamais eu faim. Et il y avait surtout une ambiance très, très chaleureuse. Et puis, le travail, vous y participiez en courant après les chèvres et les vaches, après le goûter, justement. Alors, on allait chercher, d'abord seul, puis très vite avec ma sœur. Mais c'est incroyable, je vois aujourd'hui, j'ai un petit-fils, 8 ans, mais je vois pas comment il pourrait faire, même ses sœurs, pour aller chercher les vaches, les brebis, aussi loin que nous le faisions. Et ma grand-mère, maternelle, paternelle, je veux dire, au moment, me guidait, ou papa, à la voix. Allez, vas-y, va, n'aie pas peur. J'avais des voix qui portaient, tu vois. Et j'y allais, et récupérer. On faisait des fois 2 heures de marche après le retour du quart de l'école. Ça, c'est votre enfance. Et puis, il y a un autre moment de votre enfance qui a été important. On va l'évoquer à travers une date qui n'a rien à voir avec vous, mais qui est importante, qui est le 18 juillet 1913. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean Lassalle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean Lassalle. Nous parlerons tout à l'heure du jeune comédien avec Jean dans la salle. On aurait un parcours, on a expliqué vos débuts dans la montagne. Et le 18 juillet 1913 est sorti un roman qui a marqué votre vie. C'est Le blé en herbe de Colette. Et ce roman a été quelque chose de très important dans votre parcours. Oui, parce que, au fond, il explique que les jeunes d'aujourd'hui, 1913. Oui, 1913. Oui. Elle explique que là, les jeunes d'aujourd'hui ont complètement changé, qu'il n'y en a plus aucun qui se lèverait pour aller défendre la patrie, que c'est un affaissement sans précédent de la jeunesse française. Et 2 ans après, c'est les grognards de Verdun. Voilà. C'est incroyable. Oui, ça m'a beaucoup marqué, parce que c'était très juste dans son analyse, et en même temps, ça montre bien qu'on ne peut jamais faire trop de raisonnement sur les temps qui vont venir. Oui, en même temps, Colette a toujours été en avance sur son temps. Je ne sais pas si vous le savez, elle était au Moulin Rouge comme comédienne en 1907. Elle a fait scandale avec un spectacle qui a duré un soir, Rêve d'Égypte. Elle était allongée sur le sol et il y avait une momie devant elle qui arrivait. Cette momie, les pansements disparaissaient. C'était la marquise de Morny, la demi-sœur de Napoléon III, et elle s'embrassait goulûment. En 1907, ça avait fait un véritable scandale. La préfecture de police avait interdit le spectacle. Je pense que Colette était à peu près capable de tout. Mais ses jugements, ses intuitions et le courage à exprimer faisait sensation bien des fois. Et là, elle avait choqué en 1913. Alors, elle a choqué aussi. Et puis vous, tout ça vous intéressez parce que vous avez une autre passion, c'est la philosophie. Et vous avez découvert la philosophie, je crois, grâce à un professeur de français dans vos jeunes années, Jean Lassalle. Oui, qui m'a beaucoup marqué pour 2 raisons. Parce que j'avais fait mes premières classes, si je puis dire, élémentaires, et ensuite au cours moyen, très raté. Je sais pas si je faisais français 3e langue. Oui, parce qu'au départ, à votre naissance, vous parlez béarnais. Puis espagnol. Et espagnol, parce que j'ai été en montagne avec mon papa en Espagne. Et à 6 ans, vous apprenez le français. Oui, mais avec du mal, parce que je possède pas un traître mot. Et puis, c'est pas les meilleures conditions pour l'apprendre, parce que c'est là que je découvre que j'ai d'autres camarades qui n'ont pas le même cheminement que le mien. C'est ceux qui sont au centre-village. Moi, j'étais dans le hameau, et je m'occupais tout le temps du bétail, même très jeune.
Et j'avais presque une vie d'adulte. Oui, et bien sûr, vous êtes le souffre-douleur de ces jeunes. Et je deviens le souffre-douleur, donc je suis un peu bloqué pour ça. Et il y a quelqu'un qui est dans votre cas aussi, qui a eu le même problème, c'est Étienne Rodagil, l'auteur des chants de Julien Clerc, qui est arrivé d'Espagne en France, qui ne parlait pas un mot de français, qui pendant des années n'a parlé espagnol et n'a pas pu aller à l'école. Ah oui, oui. Ah, moi, c'était quand même pas à ce point. Hein. Moi, j'allais à l'école, mais... Avec la peur au ventre, quand même, le matin. Ah, mais la boule, mais c'était incroyable. Je pouvais pas marcher. Incroyable. Je ne marchais pas. Il fallait que je me traîne. Et alors, j'arrive au collège, et à 5e, un jour... on avait parlé, je ne sais qui, avec ou papa ou mon oncle, mais... J'avais d'autres oncles aussi, qui étaient quand même aucune instruction. Hein. Et on avait parlé de Platon. Et moi, je m'étais rendu à la bibliothèque, à Arrête, et j'avais pris Platon, le professeur que j'appréciais beaucoup. Et que j'appréciais d'abord parce qu'il faisait attention à moi, deuxièmement parce qu'il avait une très jolie jeune fille, dont l'ensemble du collège était amoureux, et moi plus que tout. Mais je ne lui ai jamais adressé la parole, parce que je ne pouvais pas lui parler, bien qu'elle eût 1 an de moins que moi. Elle était en 3e, alors que moi je n'étais qu'en 6e. Elle était surdouée, et moi très attardé. D'ailleurs, j'ai fait sa connaissance en me rendant en Suisse avec ma femme, il y a 2 ans, et c'est là que j'ai enfin pu voir à quoi elle ressemblait. Donc il y avait ces 2 éléments qui m'attiraient. Et ce gars m'a dit... il a regardé un petit peu, mais c'était des livres qu'on a beaucoup fait évoluer depuis. Tu sais, quand on écrivait Platon, autrefois, c'était un petit peu latin, un peu... Bon. Et il dit, cet enfant, quelque chose d'exceptionnel, il suggère à ma famille d'acheter 27 ouvrages de toute la Grèce et la Rome antique. Et on voit arriver tout ce truc, et ça coûtait très cher. Et en Maman plus, ne voulait pas. Oui, parce qu'en plus, le pain n'était pas payé à la boulangerie. Oui, depuis 3 ans. Voilà, ça, vraiment, ça. Mais alors, vous êtes... Et alors, maman disait, mais en fait, tu vas pas t'amuser à acheter tous ces livres à Jean, alors qu'on ne peut pas payer le pain. Oui. Et puis, finalement, comme je n'étais pas bien à l'extérieur, comme voilà, très bien localement, à la maison, et je me suis mis à lire. Alors au départ c'est très, très difficile, parce que dire du Platon, du Socrate, etc. Ma mère venait me fermer la lumière à 3 ou 4 heures du matin, folle de rage, on voyait encore que je lisais, et puis je m'y suis mis. Et mon père m'a donné un coup de main d'ailleurs, pour lire, parce qu'il avait appris à lire, lui, en travers, ce qui est difficile. Je l'ai vu faire, mais il faut beaucoup de concentration, et là j'ai beaucoup lu. Et c'est ce qui a fait un peu la chance de ma vie, parce qu'après j'ai lu d'autres auteurs aussi. Mais ça m'a ouvert, effectivement. Et les Grecs m'avaient donné de l'enthousiasme, et les Romains, que j'ai trouvé très ammurés, me l'ont un peu cassé. Oui. En même temps, c'est comme ça que vous avez appris le latin et le grec ensuite. Non, je n'ai pas appris à parler grec ni latin, parce qu'il faut quand même, je pense, aller à l'école, mais j'en connaissais quand même les bases. Les bases, voilà. Alors il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a compté aussi dans votre vie à l'époque, c'est votre maîtresse qui s'appelait Madame Chabannes. Exactement, oui, qui est toujours en vie, et qui a été d'une douceur et d'une bienveillance totale à mon égard, qui m'avait pris vraiment un petit peu sous son aile. Et la première année, j'ai survécu, le terme n'est pas trop fort, grâce à elle. Oui, parce que vous n'arriviez pas à vous exprimer, Jean Lassalle. Non, je n'arrivais pas à m'exprimer, j'étais un petit peu... j'étais quand même un peu souffleté, un peu pied. Il n'y avait pas d'école de transition à l'époque. Donc il y avait des gaillards qui avaient 16 ou 17 ans dans la cour de récréation. Surtout que de temps en temps, j'avais quelques, je ne sais pas si ça venait du Cosmos, quelques impressions. Par exemple, papa met le seau à remplir. Le chef de gare donne le départ du train à Bergerac, qui va à Périgueux, qui aura fini le premier. Une règle de 3. Oui. Mais moi, j'avais compris, je donnais la réponse. Oui. Donc, c'était pas bon. Non, Madame Chabannes a été très, très bienveillante. Et il y a eu un autre problème lorsque vous avez subi un test scolaire. Et là, votre papa s'est mis très en colère, Jean Lassalle. Papa et maman, parce qu'on était les seuls à ne pas avoir eu le résultat. Et c'est monsieur le curé, d'ailleurs, qui l'a dit à papa, en disant, mais dis donc, tu sais qu'ils ont tous passé avec un médecin scolaire, et comme je dis souvent,
T'imagines, à l'époque, il y avait des médecins scolaires, alors qu'aujourd'hui, tu n'as même pas un médecin pour te signer l'arrêt de mort dans un EHPAD, pour qu'on puisse t'enterrer. Eh bien, là, il faisait aussi un test psychotechnique. Et moi, je ne savais pas rien, je ne connaissais de tout ça, les autres non plus. Mais il a pris le groupe, moi, il m'a pris à part, il m'a jeté un paquet de matériel à mes pieds. Il m'a dit, toi, tu me fais un cheval. Je n'avais pas vu que c'était un jeu de cubes. Je ne pouvais pas le savoir, d'ailleurs. Si j'avais vu la boîte, j'aurais vu qu'il y avait des dessins. Et qu'en les agençant de telle ou telle manière, tu faisais un cheval ou une jeune fille en blanc sur un vélo bleu. Je ne savais pas. Donc, j'ai entassé les cubes pour faire le corps du cheval. Mais quand j'ai voulu faire le cou ou la queue, tout se cassait la figure. Il m'a regardé, puis il a dit, le pauvre. Et donc, suite à ça, bon... Maman a filé à l'école parce qu'on était les seuls à pas avoir eu le résultat. L'instituteur, alors c'était le deuxième, là. C'était la deuxième année. Ne voulait pas les donner. Et maman a dit, j'exige. Et elle lui a fait lire. Enfant ne présentant aucun intérêt, son regard, si par bonheur vous le croisez, n'exprime rien. Point. Ouais. Le néant. Point. Quant à son QI, il doit être très proche ou voisin de 0. Et ça a dû plaire à votre papa, ça. Non, maman a dit tout de suite. Oh, et on a eu de la chance parce qu'il aurait pu être handicapé. Oui, c'est une belle phrase. L'anglais, c'était pas mieux. Hein. C'est-à-dire que l'anglais, je n'en avais absolument aucune notion. Et je l'ai appris là aussi en 5e au collège. Je l'ai appris avec une dame qui n'était pas prof d'anglais, d'abord pour commencer, et qui... Bon, manifestement, était là, mais sans y être. Elle disait, écoutez, vous faites ce que vous voulez, en début de séance, et à la fin aussi. Et puis, j'ai eu aussi, comme prof d'anglais, un jeune homme que je vois, qui est plus vieux que moi, mais qui est toujours là pour aller soutenir les matchs de rugby. Il avait 22 ou 3 ans, et on avait dit, toi, tu vas faire prof d'anglais. Donc, vous imaginez les bases anglaises que j'ai eues. Je l'avais regretté sur le coup, mais pas après, parce que je me suis toujours débrouillé. J'ai fait le tour du monde, et au fond... j'ai toujours pu me faire comprendre. Oui, ben, on dit toujours qu'on a déjà assez de mal à parler le français. Pourquoi en plus s'imposer parler anglais? Oui, oui. Et si aujourd'hui on le faisait un peu moins, et si on reprenait un peu plus le français à notre compte, nous ne nous emporterions que mieux. Voilà. Quand on voyait des Québécois, comment... Enfin, bref. C'est un autre débat. Parce que nous, on va continuer à parler français à travers une autre date qui a compté dans votre parcours pour d'autres raisons, le 7 décembre 1966. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean Lassalle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean Lassalle. Nous parlerons tout à l'heure de Jean de Lassalle, un événement au théâtre qui a débuté à Paris et qui va se poursuivre en tournée. 7 décembre 1966, sortie d'un film culte dont vous allez reconnaître la chanson du générique. La chanson de Lara par les Compagnons de la chanson. Et cette chanson, vous l'avez interprétée, je crois, à Moscou, dans des conditions particulières, Jean Lassalle. Oui, je l'ai chanté un soir dans l'hôtel dans lequel je croyais être descendu et qui était en fait mon hôtel. C'est parce que j'avais été voir peu de temps auparavant. Non, mais ça c'était après, la chanson est sortie avant. Oui, oui. Mais j'écoutais souvent cette chanson parce que c'était le grand tube des Compagnons de la chanson. Oui. Et quand je suis arrivé donc dans cet hôtel, il y avait aussi une boîte de nuit qui était au rez-de-chaussée. Donc j'ai suivi les jeunes gens qui allaient, je ne savais pas où ils allaient. Et puis vers 5h du matin, j'en avais marre de ne rien dire, ni de rien comprendre, et de boire du... La vodka, oui. La vodka. Et puis là, je sais pas, j'ai eu une envie, je pensais à cette chanson, et je me suis levé et je l'ai interprété un peu, ce que je savais. Parce que je savais aussi qu'il y avait un film sur le docteur Jivago qui venait de sortir. Jivago avait été très, très en guerre contre les soviétiques, mais il s'était réconcilié, et bien que meurt très jeune, on lui avait consacré un film. Je me suis dit, avec ça, je vais certainement pas partir en Sibérie. Donc, j'ai sorti ce chant. Et là, quand ils ont vu que je m'asseyais, ils n'en revenaient pas. J'ai vu, hein. Et ils m'ont, grâce à c'est incroyable, grâce à une jeune femme convaincue d'aller chanter avec eux. Et je les ai suivis au Bolchoï et j'ai chanté.
Et c'était les Chœurs de l'Armée Rouge. Et voilà, c'était les Chœurs de l'Armée Rouge. Et nous nous sommes entraînés donc au Bolchoï l'après-midi. Mais moi, je pensais cela impossible. Mais elle avait sorti, vous savez, il y avait des feuilles, autrefois, maintenant le mot m'échappe, enfin, qui vous donnaient, qui accentuaient beaucoup. Oui. Et qui disent en phonétique. En phonétique, oui. Voilà. Donc ça, j'avais déjà un peu vu pour d'autres affaires. Et elle est venue, elle m'a dit, voilà, je me suis procuré l'ensemble des chants qu'ils vont faire. Mais s'il y en a certains, si certains ne le fais pas, tu fais semblant. Oui. Mais tu vas voir, sinon ça s'attire. C'est surtout sur la longueur. Donc si tu as la bonne note, tu suis le mouvement. Et comme tu vas faire 2 ou 3 répétitions, mais c'est pas des chants courts et nerveux, comme quoi elle connaissait quand même bien. C'est j'ai pas la rate. J'ai la rate qui se dit là, j'ai le poids qui est pas droit. Non, ça va durer. Donc c'est en fait ça, et comme dans ces cas-là, c'est la voix qui compte. Et moi j'avais une basse, don de la nature de papa, très très basse, et donc je pouvais creuser, et j'ai compris que ça allait, quand j'ai eu un des types se retourner sur moi, sur l'estrade, en train de dire, dis donc, toi, voilà. Et vous avez chanté avec le Bolchoï pendant un soir. Ah oui, le soir, départ à, je ne sais pas, à 20h. Et puis ensuite, j'ai suivi une petite délégation qui est montée tout en haut, jusqu'à la Corbeille. Et là, j'ai vu de loin, pourtant je n'avais pas vu de char d'assaut à l'entrée, Léonid Brejnev. Léonid Brejnev est décédé en 1982. Oui. Et donc, bon, j'ai compris que j'allais lui serrer la main. Il allait me poser. Hein. Oui. Il était d'ailleurs avec l'autre. Kosygin. Kosygin. Oui. Ils ne se séparaient jamais. Je leur ai serré la main. Et puis, je suis redescendu. Et d'ailleurs, il y a eu un prolongement après. C'est parce que j'avais vraiment été très impressionné par cette jeune femme. Mais d'autres jeunes femmes, elles étaient blondinette, très gentille, et elle m'a félicité, et elle m'a dit, viens, j'ai une chambre à la cité étudiante, et j'ai des copains. Et on a parlé, refait le monde là, et c'est là que j'ai appris que c'était Nathalie. C'est exact. Et 20 ans après, oui. À l'Olympia, alors que je voulais amener un groupe, je les ai amenés pratiquement tous, les groupes du Sud. Je m'étais trompé d'une semaine, c'était lui, Bécaud. Gilbert Bécaud, qui chantait Le Petit Oiseau de toutes les couleurs. Et je dis au directeur, là, tu me gardes une place, on se connaissait très bien, tu me gardes une place chez Edith Piaf, parce qu'il y a un salon Edith Piaf, et tu le fais venir. Et on a vu qu'on y avait été certainement la même année, c'est-à-dire l'hiver 1980 ou 81. Oui, en fait, quand Nathalie a été lancée par Bécaud, il y a eu un avion affrété spécialement Nathalie avec des personnalités, 70 personnalités qui sont arrivées à Moscou, et on a trouvé une étudiante qui a joué le rôle de Nathalie pendant la chanson. Et à l'époque, il n'y avait pas de Café Pouchkine. Le Café Pouchkine est né simplement à la fin des années 90. Mais voilà, bien après. Bien après. Très C'est une après. invention de Pierre Delanoë et de Gilbert Bécaud. Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que ça a été le point de départ, effectivement, d'autre chose, parce que des voyages, vous n'avez jamais cessé d'en faire, Jean Lassalle. En Europe, dans le monde entier, c'est presque viscéral chez vous. C'est aussi viscéral qu'inattendu, à vrai dire. Parce que je n'aurais jamais imaginé faire tous ces voyages. Mais je trouve que j'ai eu des opportunités. Et la plupart du temps, les opportunités, elles se présentent à tous. Mais moi, j'ai dit, l'opportunité, c'est comme vous avancez, puis tout d'un coup, il y a un précipice, mais il n'a qu'un mètre de large, c'est-à-dire vous pouvez l'enjamber. Et vous continuez votre route. Vous la prenez avec un peu plus d'élan, etc. Mais beaucoup restent de ce côté-là du précipice, ils ne vont pas. Et moi, je me suis dit, bon, puisque j'ai l'opportunité, j'ai toujours beaucoup réfléchi, je suis toujours parti au dernier moment, lorsque décidément je n'avais pas le choix et qu'il fallait dire oui ou non. Et oui, j'ai commencé, c'est comme ça d'ailleurs que j'avais découvert, j'avais eu l'occasion de vous le dire, Radio Andorre. Exactement. Parce que je voulais voir, et j'y suis parti en autostop pour voir qu'est-ce que c'était Radio Andorre. Parce que la nuit,
on écoutait l'accordéon espagnol sur Radio Andorre, et le jour, avec des larcènes partout, Paris Inter et les informations. Et d'ailleurs, effectivement, vous avez circulé en autostop et même à pied. Souvent, vous avez souvent fait des voyages à pied pendant des semaines et des semaines. Ah oui, alors là, c'est après. Bon, d'abord, ça, c'était la transhumance. Oui. Parce que, tout jeune, avant que papa n'arrête quelque temps, mais surtout lorsqu'il a repris après, j'avais 18 ou 19 ans, même moins, 15 ou 16 ans, on faisait toutes les transhumances et il fallait faire quand même 100 km à pied avant d'attaquer les sommets où il y avait 4 ou 5 heures de route avant d'arriver à 2000 mètres d'altitude. Donc on a marché très jeune, mes frères et sœurs aussi. Et puis ensuite, mon Dieu, lorsque j'ai été élu déjà conseiller départemental, j'ai eu l'opportunité de faire quelques voyages, mais j'ai surtout eu une chance inouïe, c'est que bon, je voulais savoir d'abord, parce que la bombe atomique m'inquiétait beaucoup. J'avais vu Hiroshima, mon amour, comme je vous l'ai dit, et je voulais savoir. Donc je m'étais déplacé au Canada avec un groupe de jeunes de Lourdios. On était une quarantaine à partir le 29 mai 1979, parce que nous avions reçu auparavant un groupe de jeunes filles et qui nous avaient ensuite invités, parce que parmi elles, il y avait la fille du président Lévesque, qui était président... René Lévesque, oui. René Lévesque, qui était président de la province de Québec. Et il avait tellement compris, le général, quand il avait dit « Vive le Québec libre », que lui voulait le faire de suite. Donc, on était là-bas, on les avait reçus chez nous, ça a été quelque chose d'exceptionnel. À l'occasion des fêtes de Lourdios, il y avait 19 filles. La plus jeune avait 19 ans, la plus vieille a 19 ans aussi. Et nous avons été les voir, et puis ensuite... j'étais rendu à Moscou, mais j'étais très jeune. J'étais maire depuis 2 ou 3 ans, et à peine conseiller départemental, même pas. Et si vous êtes devenu maire, il y a eu un déclic qui s'est produit dans vos jeunes années lorsque le général de Gaulle s'est présenté en 65 à la présidence de la République au premier suffrage universel. Vous avez eu à ce moment-là envie de devenir président de la République? Il y a eu 3 déclics successifs, voyez-vous. D'abord, le premier, c'est que je suis à l'école et ça ne se passe pas... Bon, je ne suis pas très bien... Et je dois dire que je n'ai pas beaucoup de contacts extérieurs non plus, hormis la maison, où tout est... Voilà. En plus, j'ai une famille qui pouvait apparaître un peu composite, parce que les 2 sœurs aînées de maman avaient épousé 2 réfugiés espagnols qui étaient directement passés des geôles de Franco à celles de la Gestapo. Avant, hein. Et... les repas de famille étaient animés, parce qu'ils étaient plutôt communistes, et papa était plutôt gaulliste. Donc au début, ça s'attrapait joyeusement. Puis tout d'un coup, sur fond d'apéro, de ricard espagnol, de contrebande. Et puis, parce qu'on était plus près de l'Espagne. Et puis, les nanas mettaient de l'ordre, et là, j'ai beaucoup aimé ces conversations. Parce que ces hommes parlaient lentement, et ils débattaient. Alors, d'accord à peu près sur rien et avec des mots différents, sur un contexte qui était pourtant exactement le même pour tous, c'était le seuil de pauvreté, voilà, pour tous. Pas de route, pas de rien. Donc, ça, effectivement, c'est un élément qui m'a beaucoup marqué, et qui a forgé aussi à moi l'idée que je devais faire autre chose. Donc, j'ai trouvé le maire qui était très chouette à 6 ans, parce qu'il était le seul à me dire bonjour. J'ai eu envie d'être maire. Ouais. Un peu plus tard, un député est venu réinaugurer l'église. Il a dit, je suis parti de l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Hier soir, le fait de dire ça aujourd'hui, c'est tout juste citer Pantol. Et il dit, je suis très heureux d'être parmi vous pour inaugurer l'église. J'ai trouvé ce discours flamboyant, j'ai eu très envie d'être député. À la fin de l'année, c'était les présidentielles, 65, j'avais 10 ans, et papa était pour le général, et voulait redresser le pays, et moi aussi, et là j'ai eu très envie de devenir président de la République. Alors il y a eu tous les honneurs qui ont été liés à vos rangs, et puis il y a un honneur très particulier, c'est une chanson.
universaliste, au-delà des mers et des océans. Ce bon vieux Jean Lassalle par Van der Graaf, chanson hommage. C'est pas très connu, ça. Mais, écoutez, je ne sais pas si je l'avais entendu. Oui. Et on m'en avait parlé. Ah, mais C'est merci Adrien beaucoup. Penouette, qui est un professeur de guitare à Châteaubourg, qui a fait cette chanson pour vous rendre hommage. Eh bien, je le remercie beaucoup. Je lui rends hommage. Si tu le vois, je dis lui bonjour. Parce que, oui, c'est de là aussi qu'est né un amour, je devrais dire, mais le même amour que celui que je porte à ma famille, à la France. Parce que ma famille, c'était ça. On aimait passionnément la France, et dans toutes les générations. Et je l'ai toujours traduit, je l'ai toujours porté en moi. Et il faut dire que le fait que papa et mes oncles apprécient autant De Gaulle, qui d'une certaine manière l'incarnait durant mes jeunes années, a encore développé un peu plus ce sentiment. Alors la France, vous allez la parcourir dans quelques semaines et on va évoquer une autre date qui a été importante dans votre parcours, le 9 octobre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean Lassalle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean Lassalle. On a évoqué votre parcours, la transhumance, vos voyages, et puis un événement que personne n'attendait. Le 9 octobre 2025 a débuté à Paris un spectacle, un seul en scène, Jean dans la salle. Il va être dans toute la France, il va être à Pau, il va être à Lyon, à Marseille, partout. Les dates sont sur Internet. Comment c'est arrivé, ça, ce passage de la scène politique à la scène tout court ? Je ne sais pas encore vraiment. Ce que je peux dire, c'est que ça a été très douloureux. C'est l'un des passages de ma vie. Je me suis toujours dit que je n'aurais pas de passage plus douloureux que celui que je venais de franchir. Ça a été le cas lorsque je me suis extirpé de l'école primaire et du collège et que j'ai trouvé le lycée agricole à 100 km où personne ne me connaissait. Bref, à chaque étape, quand je suis devenu maire, je me suis dit je pourrais jamais faire pire que devenir maire à 21 ans, qu'est-ce que je vais faire, etc. Conseiller général aussi, dans une vallée très compliquée. Bon, devenir chef d'entreprise après avoir été berger. Et pourtant, voilà. Alors, si vous voulez, je ne me suis pas représenté en 2022, après avoir fait pourtant une campagne présidentielle, mon Dieu, plutôt honorable, 1 250 000 voix, bien que je n'ai pas été gâté par la télévision française, où je fais 4 heures, à comparer avec les 40 et quelques de Mélenchon, les 40 et plus de Zemmour, tout le monde. Et puis, j'avais été vacciné contre le Covid par le vaccin Johnson. Et dès que j'ai été vacciné, le 30 juillet 2021, tout de suite, je me suis senti mal. Je partais avec mon épouse, parce que quand on arrête la session d'été, pour moi, c'était un moment béni. C'est-à-dire qu'avant de faire les foins et le nettoyage de la maison, on arrête un peu. Et là, mon fils avait retenu une location à 7, avec sa femme et nos 3 petits-enfants. Mais je ne supportais rien. J'étais agacé partout. Je me suis dit, l'été, ça va me faire transpirer, ça va faire du bien. Rien du tout. Et suite à ça, dès le 3 janvier, j'ai suivi 3 opérations et on est tombé sur une chirurgienne assez exceptionnelle qui s'était formée aux nouvelles espèces de thérapie. Et elle m'a dit, vous en faites pas. Je vous donne un produit. Surtout ne conduisez pas parce que la douleur peut éteindre la lumière. J'ai dit, je vais faire la campagne en bus. Ah ben ça me va très bien. Et puis après, je vous opérerai. Et elle m'a opéré, mais elle m'a opéré au moment où je devais me présenter pour les législatives. Parce que j'avais pas fait mon deuil encore d'y aller ou de pas y aller. Et bon, ce qui fait que elle avait raison, je me suis très bien tiré. Mais j'ai commencé à sombrer un petit peu dans la mélancolie. Et puis, dans le regret, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire tous ces efforts? Je suis encore à la force de l'âge. J'ai pu passer le cap de la
séparation avec papa, maman, mes oncles, ma famille, ma belle-mère qui était avec nous, etc., sans trop d'encombre. Maintenant, il n'y a que les fils, ma femme, tout le monde est en âge de se débrouiller, et j'arrête au moment qui pourrait être pour moi certainement le meilleur, et où je pourrais rendre aussi le plus de service à ma famille. J'ai commis une erreur considérable 2 ans après. Je me suis présenté aux Européennes avec une liste de chasseurs du président Willy Schrem. Malheureusement, le soir du résultat, on a tous été abattus par le Rassemblement national qui a fait un score incroyable. Du coup, le président est apparu à la télévision 23 minutes plus tard. Il a dissous. Le chasseur, ça s'est passé moyennement parce qu'il a oublié de payer une grande partie de la campagne qu'il m'a laissé en héritage. Mais surtout, je me suis lancé à contre-temps dans cette campagne contre le nouveau député jeune, 28 ans, qui venait d'être reçu. Et j'ai pris la gamelle de ma vie. Donc à partir de là, petit à petit, s'est instauré en moi un sentiment d'inutilité. Mais là, l'inutilité, c'est pire que tout. C'est-à-dire, tu ne te sens utile à rien. À rien. Et là, j'avais reçu, dès que j'avais arrêté, 2 ans avant, 3 ans avant, la députation, Philippe et Magda Barrault, 2 producteurs, qui m'avaient dit, tu devrais faire un one-man show. Donc je les ai écoutés pendant 1 jour et demi, j'ai dit non, pas de ça. Et là, c'est toute ma famille qui m'a dit, mais pourquoi tu essayes pas? Ma femme qui est là, mes enfants, mon frère, Julien, qui a été berger, le berger que je devais être, et ils m'ont dit, mais essaye. Et au fond, c'est au tout dernier moment que ça s'est passé. J'ai pas eu le temps de m'y préparer. À Châteaudun, ils avaient trouvé un petit théâtre. 2 jours avant, il n'y avait rien. Et puis, finalement, ça s'est construit. Ils ont pris quelques-unes des anecdotes que j'ai racontées. Ils les ont un petit peu scénarisées. Et ça a démarré. Mais ça me permet de découvrir une partie de moi-même que je n'aurais pas découverte. C'est-à-dire le déterminisme intérieur qui, au fond, m'a permis de faire tout ça. Oui, parce qu'en plus, quand on vous voit sur scène, et à Paris, les salles étaient pleines, vous arrivez en rockstar pour évoquer votre parcours avec des anecdotes choisies sur votre parcours. C'est vraiment, il a fallu faire un choix d'anecdotes précises vous permettant de tenir 1/4 d'heure pour raconter chaque événement, à votre façon. Mais oui, mais vous voyez, la meilleure, c'est que je n'ai pratiquement choisi aucune des anecdotes. C'est eux qui les ont choisies. Mais il a fallu en plus apprendre par cœur ensuite, mais vous improvisez un petit peu. Non, je n'ai jamais été capable d'apprendre un texte par cœur. Même j'aime le son du corps sous forme de récitation d'Alfred Vigny ou de Musset, je les confonds maintenant, j'y arrivais pas. Non, j'étais très nul là-dessus. Mais par contre, j'avais pour moi une chance, si on peut dire, et mon père me l'avait dit, c'est une force d'intuition qui m'a servi lorsque je rencontrais quelqu'un. Et ça me servait parce qu'il me disait, il y a des personnes, tu sentiras bien, ne va pas trop loin avec. Et c'était un peu vrai. Et il me disait, si tu te fais confiance, tu découvriras qu'il y a beaucoup de choses que tu sais. Mais tu n'oses pas les mettre en avant parce que tu as peur d'en oublier ou tu n'as pas confiance en toi. Mais si tu as confiance en toi, elles vont venir au moment qu'il faut. Et ça tombait bien parce que c'était justement les conclusions de la Révolution. À l'Assemblée nationale, tu n'avais pas droit aux notes. Il ne fallait parler que d'intuition. Parce que c'est là que tu disais, a priori, les choses les plus vraies. Donc, je n'ai pas appris mes textes. Les anecdotes, forcément, je les connaissais, je les avais vécues. Ah donc, je les adapte un peu tous les soirs. Ça me vaut quelques sorties de route de temps en temps, mais je me rattrape, et l'un dans l'autre, ça le fait. Oui, en plus, vous regardez le régisseur de temps en temps, est-ce que j'ai pas été trop long? Il y avait Henri Tizot, que vous avez bien connu, qui lui partait dans un spectacle délirant, mais lui, il devait faire 1h30, il faisait 2h30, et à chaque fois, quelqu'un essayait de sortir de scène, il n'y arrivait pas. Alors que vous, il y a une rigueur dans tout ça. Alors, il y a plusieurs anecdotes dans ce spectacle, et il y en a une qui, dans ma mémoire, a évoqué un sketch célèbre de Jean-Yann. L'examinateur, c'est pas un métier.
Tous les candidats veulent avoir leur permis, ils se donnent même pas la peine d'apprendre le Le code de permis la de route. conduire où Jean-Yann est un gros balourd pour obtenir son permis de conduire et menace l'examinateur. Et ça, le permis de conduire, je crois que vous êtes et vous l'évoquez dans ce spectacle, Jean Lassalle, vous êtes à l'origine d'une loi qui a changé beaucoup de choses pour ceux qui ont perdu leur permis. Oui, c'est-à-dire, c'est pas une loi, c'est une adaptation très importante, parce que nous avions voté le permis à points. Mais au départ, ceux qui sont de notre génération, ils ont tous passé un permis qui était identique. C'était un permis universel et à vie, Oui. une fois que vous l'aviez. Mais après, avec le permis à points, moi, je m'en étais pas tellement rendu compte, ça changeait parce que vous n'aviez plus que 12 points et si vous commettiez des fautes, vous perdiez des points. Et là, un chantier tout proche de chez moi, je perdais 1 point en partant le matin et 1 ou 2 en rentrant le soir. Ce qui fait qu'on me l'a annulé. Et c'était pour moi une blessure intense parce que j'avais été le seul dans la famille à obtenir le permis de conduire. Papa n'avait jamais pu le passer, maman ne l'avait pas eu, personne. Et moi j'étais très fier. On m'avait même acheté une voiture à 18 ans qui était garée à 3 km de la maison parce qu'il n'y avait pas de voiture, parce qu'il n'y avait pas de route, c'est moi qui l'ai faite. Et quand ils sont venus me l'enlever, ça a été terrible. Mais après, pour le passer, c'était toute une affaire d'État. Il fallait attendre 36 mois. Et là, heureusement, j'avais un voisin qui avait pris sa retraite. Il travaillait dans les postes des chaussées. Il m'a transporté partout. Et au bout de 36 mois, j'ai été convoqué à la préfecture. Et là, je me suis fait huer parce qu'il y avait 200 personnes comme moi. Et ils ont cru que moi, j'y avais échappé, que je voulais leur faire la leçon. J'ai dit non, je suis comme vous. Ah, ils ont dit, bon, très bien, tu vois. Et puis là, j'ai découvert que ça allait être le chemin du combattant, parce que d'abord, il fallait passer des tests psychotechniques, comme celui de l'école, et puis ensuite, que j'ai pas tellement réussi, puis reprendre le code. Et là, effectivement, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir le test psychotechnique et j'ai porté ça à l'Assemblée nationale pour essayer de faire abaisser. Et lorsque je l'ai apporté, le président de l'Assemblée ne voulait surtout pas que je évoque ça, le ministre non plus, et je l'ai fait quand même, mais j'ai eu la chance de déclencher un fou rire qui m'a énormément simplifié la vie. Et du coup, c'est repassé de 36 mois à 6 mois. Donc ça a tout changé quand même. Exactement. Alors dans ce spectacle, vous évoquez aussi votre premier enterrement à la mairie. Vous évoquez un jour où sur un passage à niveau, vous avez garé votre voiture. Et à la fin du spectacle, il y a un chant qui revient traditionnellement et la salle reprend ce chant en chœur. Aquelas montañas quitado do sul. Marcel Amont, qui est aussi basque, qui a chanté ce chant traditionnel. Vous arrivez avec votre béret sur scène, mais quand on écoute ce chant, on se dit, on a l'impression d'entendre la musique de « Je cherche fortune auprès du chat noir », qui est un chant de très très célèbre d'Aristide Briand. Alors, j'ai été très ému parce que avant-hier soir, j'avais Marlène, la femme de Marcel Amont, Oui. qui était venue me voir. Nous sommes très proches avec Pascal, mais mes parents étaient déjà très proches de la famille de Marcel Amont, et donc, qui était béarnais, comme moi. Le Pays Basque est juste à côté, donc j'ai eu la chance d'être député des Basques et des Béarnais, ce qui ne s'était jamais produit. Et alors, donc, c'est l'un des plus vieux chants recensés en France, 800 ans. Oui. Et c'est un chant d'amour. Et c'est un chant qui imagine que les Pyrénées, ça se rend pour que le fiancé puisse voir plus facilement sa fiancée qui est de l'autre bout. Et c'est devenu l'hymne des Pyrénées et l'hymne du Sud. Et moi, je lui ai donné un sacré coup de main le jour où j'ai chanté à l'Assemblée nationale Aquelas Montañas pour empêcher Sarkozy de parler parce que je voulais lui mettre un pavé dans la mare. Alors, ce spectacle, vous l'avez donc créé à Paris, ça a marché, et maintenant vous partez en tournée. C'est votre première tournée de seul en scène, Jean Lassalle. Oui, il y a surtout un passage qui déjà est inscrit, c'est celui de Pau. Oui.
Parce que Pau, c'est quand même le chef-lieu de département. Oui. C'est là que j'ai été pas très vite. J'ai été à Pau peut-être la première fois pour me faire opérer de l'appendicite. Donc c'était pas si tard que ça. Mais c'est difficile. Et puis, c'est un grand zénith. Et puis après, j'irai partout ailleurs. Je me suis dit, après tout, si j'ai réussi à Châteaudun, si j'ai réussi dans le Lot, si j'ai réussi à Tarbes, et 15 séances à Paris, pratiquement à guichet fermé, Ah oui, au théâtre de Tour Eiffel, c'était plein. donc je vais peut-être passer Pau. Et puis après, quand j'ai vu qu'il me mettait à Nice, quand j'ai vu qu'il me mettait à Nantes, dans toute la France... À j'ai dit, Marseille, à Lyon, partout. oui, j'ai dit, mais vous me prenez pour les Rolling Stones, hein, c'est pas possible, mais vous êtes fous. Et là, je dois dire qu'ils ont eu quand même beaucoup de courage, parce qu'eux engagent ça sur leur denier, et un certain flair. Tout seul, je pense pas que j'aurais fait ça. Mais c'est toujours pareil dans la vie. Il y a quelqu'un qui peut te donner la main, si tu fais confiance. Et si tu te fais confiance. Et en même temps, à la sortie du spectacle, quand telle une rockstar, on vend les produits dérivés, la ligne Fils de Berger, qui est votre ligne avec votre fils et votre femme Pascal. Ah mais alors ça, c'est le génie de ma famille. Parce qu'ils savaient tellement attaché à cette très très longue notion de berger que mon père, et je le dis en commençant, situe à l'Antiquité. Il dit même qu'il y avait des bergers sans brebis. Comme il y avait des pêcheurs à Saint-Jean-de-Luz sans poissons. C'est parce que c'était des éveilleurs de conscience qui étaient là pour voir si tout allait bien, pour informer de proche en proche toutes les populations. Et sachant ça, j'ai un de mes fils d'abord, Amaury, le dernier, qui a commencé à mettre ça un petit peu au point. Puis après, toute la famille s'y est mise. Bon, leur maman, bien sûr, Pascal, les y a encouragés. Mais du côté de mon frère, le vrai berger aussi, à tel point que mon fils Amaury, maintenant, reprend la suite de la propriété de Julien, mon frère. Alors, sur un type un peu nouveau, mais il la reprend. Et je suis étonné du travail de communication très moderne qu'ils ont fait, parce que le nombre de t-shirts qu'on vend tous les soirs, c'est incroyable. Et de la même manière, comme les deux producteurs ont fait le leur, Jean, dans la salle, eh bien, on vend ces t-shirts avec les livres que j'ai écrits. Aussi, j'en ai écrit une dizaine. Ça, c'est le côté rockstar. Donc, ce spectacle en tournée, vous trouverez les dates sur Internet. Jean de la Salle. Pau est le premier, mais il y a Nice, Marseille, Bordeaux, beaucoup d'autres. Continuez ainsi, parce que je crois que vous êtes à l'aube d'une nouvelle carrière, Jean Lassalle. Écoutez, en fait, j'ai appris une chose de ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour. C'est que, d'abord, rien n'était définitif. Et plus vous avancez en âge, plus vous avez le sentiment que ça y est. Bon, ça s'est calé, tout est définitif, vous savez où vous allez, ça vous conduit tout doucement vers le dernier jour. Eh bien, moi, ça m'y conduit de toutes les façons. Mais je ne sais pas encore de quoi est fait mon demain. Parce que je n'aurais jamais pu imaginer que ceci eut lieu. Et de la manière, j'ai appris à ne rien exclure du capital que j'avais reçu tout petit dans des conditions difficiles. Je suis sûr que vous ferez d'autres choses et vous reviendrez en parler dans les clés d'une vie. Merci Jean Lassalle et tous mes vœux et tous les vœux de Sud Radio pour la suite de cette aventure nouvelle. Et merci parce que c'est peut-être l'un des entretiens les plus émouvants que je viens de vivre avec vous cet après-midi. Vous êtes un puits de science, mais vous êtes un homme avec un cœur immense, le cœur d'un montagnard, le cœur d'un homme du monde de la terre qui est proche de la nature naturelle. Merci Jean Lassalle, je vais rougir. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. On le sera.